m'excuse pour ce problème qui nous dépasse avec une coupure d'électricité. Je vous remercie d'être patient. Il y a quand même 78 personnes qui restent avec nous. Voilà pour le rôle de l'infirmier dans la prise en charge de la douleur. Je dis juste que c'est pas la dernière communication, c'est l'avant-dernière. Donc, comme on a déjà décrit, la douleur, elle est multidimensionnelle. Donc, pour la prendre en charge, il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir. Et l'infirmier, il joue un rôle primordial auprès des patients. Donc, on ne reçoit pas, nous, le patient en premier. Ce sont toujours les infirmiers qui le reçoivent, qui discutent avec lui. Après, on reçoit soit à la consultation, soit à la visite à l'hôpital, dans le service. Donc, si vous êtes vous avez le premier contact avec le patient, douloureux. Donc, votre rôle, ça tourne autour de la prévention de la douleur, de l'évaluation de la douleur et participer au traitement de la douleur. Donc, tellement il y a je ne tarde pas. Donc, ce rôle se diffère selon le service là où vous exercez. Donc, ça peut être que vous êtes confronté à une douleur aux urgences. Donc là, même les échelles, vous allez utiliser les échelles d'auto-évaluation et l'algorithme, vous n'allez pas utiliser les douleurs, plutôt les échelles multidimensionnelles. Donc, par contre, pour la douleur chronique, les deux échelles, il faut les utiliser. Les douleurs liées aux soins, c'est les échelles, c'est l'évaluation spécifique. Pour la douleur en oncologie aussi, il y a une prise en charge spécifique. Mais la douleur post-opératoire, la douleur en psychiatrie. Chaque type de douleur a ses caractéristiques communes avec toutes les douleurs et des spécificités selon le terrain. Donc, l'infirmier, il doit jouer un rôle dans le raisonnement clinique adapté. Donc, quand il vient, l'infirmier me dit, il a une douleur ça, comme ça, elle est là, elle se retrouve au niveau abdominal, elle est ravie par le dos, elle est intense. Donc, c'est toute cette description, c'est l'infirmier qui me l'a fait. Et moi, ou bien il me dit la douleur, il n'a pas répondu. Je pense qu'il y a une composante neuropathique, le DN4. Donc, vous participez au raisonnement clinique adapté. Donc, le premier paramètre, c'est pensée-douleur. Même si le patient il est venu pour une autre plainte, pour une autre pathologie, une autre plainte, peut-être il ne décrit pas sa douleur. Il vient pour un problème précis, et il cache sa douleur. Donc, il faut toujours penser qu'il y a une douleur et la chercher. Et le deuxième paramètre, c'est identifier là où les douleurs. Donc, il n'y a pas une seule douleur. Donc, il peut avoir une douleur en rapport, elle vient une femme d'un certain âge, peut-être qu'elle a une douleur avec son arthrose. Mais elle a des douleurs avec épigastrique aussi. Elle est toujours stressée pour ses enfants, hein. Donc elle a des douleurs d'épigastralgie, on appelle. Donc il faut chercher toujours là ou bien les douleurs en posant des questions aux patients. Le troisième rôle de l'infirmier, c'est l'évaluation de la douleur. Maintenant, vous avez vu les échelles d'évaluation de la douleur, il faut les adapter selon le patient, la personne, elle est communicante ou bien non communicante. Et aussi, vous êtes dans le service, vous êtes de garde, il faut commencer, il faut commencer les moyens thérapeutiques adaptés à la situation du patient. Donc, un patient qui a mal, il a une prescription médicale, vous lui donnez. Donc, n'attendez pas que le médecin revoie le patient pour une autre évaluation. Et ça, c'est mentionné dans la fiche de traitement, vous lui donnez son traitement. Et il y a aussi des moyens non pharmacologiques, des moyens physiques, des pratiques psychocorporelles, le fait de communiquer, de parler, d'écouter. Tout ça, ça va aider à la résolution du problème de ce patient. Donc, il y a aussi de réévaluer. Donc,
À chaque fois que le malade il se plaint, ils vont réévaluer sa douleur. Il est venu vers 10 heures du matin, il a un problème, vous avez fait votre évaluation initiale, vous avez recopié ça sur le dossier, et après, vous êtes deux gardes, vous allez passer la garde dans l'hôpital à minuit, et il déclenche une autre douleur, un autre type. Donc, vous allez faire une autre évaluation. Et aussi, toujours, si la traçabilité, ça c'est très important. Si je vous dis, on a besoin de parler un langage commun entre nous. Voilà. Là, le rôle tourne autour de la communication aussi. Autour de la communication dans la prise en charge de la douleur. Le premier élément, c'est l'écoute active. Il ne faut pas interrompre quelqu'un qui parle ou bien qui décrit sa douleur. Il faut respecter le silence. Laissez-le parler, laissez-le s'exprimer. De ne pas anticiper, de ne pas lui donner, laissez le patient donner ses expressions, ses paroles. Le deuxième élément le plus important, se montrer disponible. Donc, se montrer disponible, soit toujours, il faut qu'on se donne du temps à ce patient. Il faut se montrer intéressé à lui, soit en le regardant avec empathie, soit en souriant avec le patient. Donc, les gestes corporels, c'est les gestes, bien le langage corporel, très important dans la prise en charge de la douleur des patients. Un autre élément, c'est adopter une attitude physique d'ouverture. Ça veut dire, si vous êtes en consultation, il faut pas lui parler en même temps, vous parlez au téléphone. Il ne faut pas lui parler en même temps, vous ne le regardez pas. Il faut toujours se mettre en face de la personne qui se plaint. Et aussi, les mains, il ne faut pas faire comme ça. Ça, c'est un refus. Je vous prie de vous écouter quand vous croisez vos bras comme ça. Donc, il faut toujours mettre les bras ouverts devant le patient qui décrit sa douleur. Et aussi, utiliser des méthodes de feedback. Ça veut dire quoi? Quand il vous parle de quelque chose, lui poser une question ouverte comme ça, il va encore parler de ce problème. Comme ça va vous permettre d'évaluer et d'avoir une idée générale sur la douleur et son retentissement sur le patient. Autre chose, témoigner de l'empathie. Donc, lorsqu'on écoute le patient, on est intéressé, ça va permettre de faire une liaison de relations d'aide, mais avec des limites, sans dépasser certaines limites pour lui donner de l'aide et pas plus. Et aussi, observer les manifestations verbales et non verbales du patient lorsqu'il vous parle. Des fois, c'est comme je vous dis tout à l'heure, il est calme et après il vous dit que j'ai une douleur, le VA, elle est à 10 ou à 9. Et bien ça, vous pouvez pas le croire. Soit qu'on a mal expliqué l'utilisation, comment on utilise cette échelle, soit que le patient, il cache d'autres choses derrière cette douleur. Donc, il y a une composante psychique importante. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément pour la communication, c'est l'écoute active. Deuxième, c'est le choix des mots. Donc, vous pensez que c'est simple, mais attention, ça a un poids lourd sur la prise en charge de la douleur. Donc, il faut toujours être positif, utiliser des mots simples qui encouragent, qui diminuent l'anxiété du patient, et c'est pas le contraire. Autre chose aussi, c'est la place du toucher. Ça, c'est pas toujours simple, mais c'est à vous surtout avec la mentalité de notre société, mais c'est à vous de juger et de peser les choses. Et donc, le toucher, donc on le fait, on est devant un patient, on examine, on prend une tension, on prend le pouls, donc ça fait partie. Mais il y a aussi le toucher relationnel. Je parle, le patient, il commence à pleurer, je peux lui dire, non, ne pleurez pas, juste en effleurant la main,
Ça va l'encourager, ça va le rassurer, ça va diminuer son anxiété. Donc, et lorsque si vous êtes formé pour le massage, vous êtes autorisé de faire un massage, ça vous permettre de vous proposer dans un cadre officiel d'autres solutions qui font partie du traitement non pharmacologique de la douleur. Un autre élément important aussi, c'est l'information. Et le patient, il a le droit de tout connaître. Il faut lui expliquer, mais il faut lui expliquer comme ça va diminuer son anxiété. Lorsqu'on ne comprend pas les choses, on est toujours stressé. Donc, il faut toujours lui apporter une information sur sa pathologie, sur son traitement, sur s'il demande la durée de l'intervention, bien la durée de l'hospitalisation. Si vous avez des informations, essayez de mettre au courant le patient. Voilà, ça, j'ai trouvé ça dans un bouquin et voilà. Juste, je vous montre comment on s'exprime juste avec le mot. Regardez le patient, comment il réfléchit. La situation, c'est que si le patient il vous pose une question et vous ne pouvez pas apporter une réponse ou vous n'avez pas l'information. En plus, la situation habituelle ou bien fréquente, je ne sais pas. Donc ça, il ne faut pas le dire. Donc, puisque dans sa tête, le patient, comment il dit? Je n'aurai jamais de réponse de ma question. Je n'aurai jamais une réponse à ma question. Donc, il reste toujours dans il a toujours il vit cette anxiété, ce souci, donc il va aggraver, amplifier, c'est le catastrophisme. Donc, là, je l'évite, on évite. Il faut toujours se donner du temps. Si on n'a pas le temps, il faut l'informer. Donc, et dire plutôt, je vais me renseigner et je reviendrai vers vous pour vous donner la réponse à la fin de la matinée. Donc, il faut toujours donner un écart de temps. Et ça va rassurer votre patient. Donc, dans sa thèse, donc c'est bon, je suis rassurée, j'aurai une réponse pour ma question qui m'inquiétait. Voilà. Au lieu de dire je ne sais pas, vous dites je vais me renseigner. Vous n'avez pas l'information, mais vous dites je vais me renseigner et je reviendrai vers vous pour vous donner la réponse. Et ça va changer totalement le comportement du patient. Ça va permettre d'atténuer cette douleur et l'anxiété qui fait partie du retentissement fait partie de l'évaluation de la douleur, bien le retentissement sur la qualité de vie du patient. Et voilà, ça juste, ça c'est un autre, mais je garde ça. Voilà, ça c'est pour le rôle de l'infirmier en général. Je passe rapidement à la prise en charge de la douleur. Ça fait partie du traitement médical, mais vous devez connaître qu'est-ce qu'on donne et pourquoi on les donne et comment on les donne. On peut se tromper. Vous pouvez vérifier toujours le rôle de l'infirmier, de vérifier le traitement, la prise en charge, est-ce que le patient prend correctement le traitement, est-ce qu'il est au courant des effets secondaires. Donc, vous devez connaître les effets secondaires des traitements, comme ça, vous éduquez les patients. Donc, ça fait partie, l'éducation, ça fait partie de votre rôle. La formation des personnes, du nouveau personnel, ça fait partie de votre personnel. Une fois on a acquis une certaine expérience, on transmet cette expérience aux générations nouvelles. Donc, ça fait partie et vous devez connaître c'est quoi le traitement de la douleur, comment on traite en général la douleur des patients. Madame la responsable, s'il vous plaît. Je passe à la prochaine communication. Madame la responsable. Désolée pour ce... Je suis vraiment... C'est pas moi qui fais le... Madame la responsable. Madame. Voilà, ça c'est... Madame la responsable, s'il vous plaît. Où est-ce que vous êtes? Voilà, ça c'est... j'ai fait un résumé sur le rôle, mais le rôle de l'infirmier dans la prise en charge de la douleur. Donc, c'est la prévention, ça, vous donnez des conseils aux patients sur les positions antalgiques, sur le traitement antalgique, sur les effets secondaires du traitement, comment on prend le traitement,
comment on doit l'arrêter, quand est-ce qu'on doit l'arrêter, ça fait partie de l'éducation du patient, ça fait partie du travail de l'infirmier. Madame la responsable, Madame Leïla, vous m'excusez. Madame Leïla, Madame Leïla, c'est bon, non, 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 c'est pas notre clinique. Il a ma prise en charge. Il a un autre client. Il a la prise en charge. Et le rallye. Voilà, 4, numéro 4. Oui. Et il y a le cas clinique. Rappelez-le. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. On passe à un autre chapitre important, c'est la gestion de la douleur. Donc, la gestion de la douleur, comme on l'a déjà dit, qu'il y a une douleur physique, il y a une lésion, il y a un dommage tissulaire quelque part, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas. Donc, il y a une plainte du patient. Cette douleur, ça va entraîner d'autres douleurs. Il y a une douleur spirituelle, donc il y a des remords, il y a des regrets, surtout pour les malades en fin de vie. Il y a une douleur sociale. Donc, il y a l'épuisement, on se sent toujours un fardeau pour la famille. Il y a une douleur émotionnelle. Donc, le malade est en colère, il est dépressif, il s'isole, il a des craintes. Tout ça, entraîne une souffrance. Donc, ça, ce qu'on appelle la douleur totale. Donc, elle touche tous les aspects du patient. L'autre objectif, c'est diminuer cette douleur, en premier lieu, diminuer cette douleur physique par les traitements antalgiques. Donc, il y a la prise en charge. Comment on fait une prise en charge? On fait un diagnostic. Et vous faites partie des acteurs qui participent au diagnostic de la douleur et des douleurs. On fait une évaluation d'intensité, évaluation multidimensionnelle s'il faut. Et il y a la part du psychothérapeute, il y a les médicaments, il y a d'autres techniques qui, lorsque la douleur elle persiste, il y a aussi la médecine complémentaire. Donc, je commence par le traitement. Il y a le traitement pharmacologique et non pharmacologique. Le traitement pharmacologique. Le traitement pharmacologique, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a transmission de la douleur de la périphérie vers le centre supérieur. Donc, il y a après la modulation de la douleur du centre vers la moelle épinière. C'est là où il y a la sécrétion des endorphines, de la noradrénaline, de la sérotonine. Et là, on peut interrompre la douleur au niveau périphérique en donnant des anti-inflammatoires, puisque c'est l'inflammation qui va accentuer la sensation douloureuse. On donne du paracétamol qui est là une action centrale pour diminuer cette sensation douloureuse. On donne d'autres médicaments qu'on verra par la suite. C'est juste pour soit renforcer cette modulation ou bien interrompre cette transmission douloureuse. Voilà. Les médicaments diffèrent selon la douleur, selon le type de la douleur. Si la douleur est non susceptible, on va donner certains médicaments et pour la douleur neuropathique, c'est d'autres traitements qu'on va donner. Donc, pour la douleur non susceptible, elle se traite avec les médicaments
qui sont classés par l'Organisation mondiale de la santé en palier 1, palier 2, palier 3. Donc, les médicaments, le palier 1, ce sont les non-opioïdes. Non-opioïdes, ça veut dire ne contient pas du morphinique, comme le paracétamol, comme les anti-inflammatoires, comme le Nefopam. Ça, c'est le palier 1. Quand je vous dis, j'ai donné du palier 1, donc ça peut être paracétamol, Nefopam, bien ANS. Le palier 2, ce sont les opioïdes faibles. Donc, c'est soit de la codéine, soit du tramadol, soit association de ces deux médicaments avec du paracétamol, bien des anti-inflammatoires, bien de la caféine. Donc, ce sont les morphiniques faibles, c'est la codéine et le tramadol. Par contre, le palier 3, ce sont les morphiniques, bien les opioïdes forts, comme la morphine, le fentanyl, la méthadone, l'oxycodone. Ce sont des opioïdes, ce sont les morphiniques forts. Quand est-ce qu'on les utilise? Pour le palier 1. Le palier 1, on donne pour la douleur faible. Donc, pour le palier 2, on les donne pour les douleurs modérées et intenses. Pour le palier 3, les douleurs intenses à très intenses. Donc, vous avez remarqué que c'est important. Le type de la douleur et l'évaluation de l'intensité de la douleur. Selon l'intensité de la douleur, je donne soit le palier 1, soit le palier 2, soit le palier 3. Quand vous recevez un malade qui reçoit un palier 1 où la douleur, elle est à 7. Donc, vous dites qu'il y a une inadéquation entre l'intensité de la douleur et le traitement. Et vous allez me dire, madame, il y a un problème, la douleur, elle est sévère, mais le malade ne reçoit que du paracétamol. Ça, vous allez participer à la gestion de la douleur. Donc, je vais parler du paracétamol, mais brièvement, ça fait partie du palier 1. C'est le plus utilisé. Le paracétamol, c'est le plus utilisé. Il a un effet central, il a une action antipyrétique, mais juste, ça, je passe juste pour vous dire, quand vous prenez, bien, vous donnez un patient du paracétamol, sachez que l'action commence en 30 à 90 minutes pour qu'elle commence le si vous donnez parfois IV, l'effet commence vous la donnez en minimum 15 minutes. Il y a un micro qui est, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Voilà. La dose à ne pas dépasser, c'est 4 grammes par 24 heures. C'est la dose, donc ça avec des intervalles chaque 4 à 6 heures. Donc vous ne pouvez pas 1 gramme chaque 4 à 6 heures. Mais il y a un micro, qui peut... Madame Safti, est-ce que vous pouvez... Voilà. C'est une information juste pour vous dire, c'est le même principe pour la douleur, pour le paracétamol, on le donne par oral ou bien par intraveineuse. La durée, le délai d'action est les plus rapide. Ça là, c'est le grand problème avec le paracétamol, le grand risque, c'est l'hépatotoxicité, c'est la toxicité du foie. La toxicité du foie, donc il faut faire attention chez les patients qui prennent des antiépileptiques ou bien des sujets tabagiques. Là, il y a toujours, et chez les sujets qui prennent des antituberculeux, ou bien c'est un sujet qui prend de l'alcool régulièrement, donc il faut diminuer la dose moins de 4 grammes par jour. Ça fait partie de l'éducation des patients. Donc, vous dites aux patients, si vous remarquez que le patient fait partie de ce groupe, de cette catégorie, vous lui conseillez de diminuer la dose de paracétamol. Aussi, il faut diminuer la dose maximum 2 grammes par jour en cas d'une hépatopathie chronique, donc une atteinte du foie chronique, en cas d'un alcoolisme, donc c'est un sujet qui est connu pour l'alcoolisme, en cas d'un poids inférieur à 50 kg, ou bien en cas de malnutrition, il faut diminuer la dose inférieure à 2 grammes. Je vous donne ces informations pour les diffuser et en même temps pour les partager avec vos patients, vos collègues. Voilà. Pour le sujet âgé aussi, à ne pas dépasser 3 grammes chez un sujet supérieur à 65 ans et ne pas dépasser 2 grammes chez un sujet supérieur à 2 grammes par jour.
Ça, c'est pour l'insuffisance rénale aussi. Il faut réajuster le traitement avec du paracétamol et pour les malades qui reçoivent les antivitamines K comme les syndromes. Donc, ça augmente le risque de saignement. Mais le mécanisme, il est toujours, ça a été constaté, mais non expliqué. Je reviens vers un autre médicament, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS, comme le Voltaren, comme l'ibuprofène, le Profinid, c'est connu dans notre société. Et j'ai étalé un peu sur cette partie juste pour vous dire, attention, il y a plusieurs effets secondaires et il faut les connaître et les éviter et les prévenir aussi. Les anti-inflammatoires, nous avons deux types. Les anti-inflammatoires anti-COX-1 et anti-COX-2. Désolé, ça c'est anti-COX-1. Donc ça, c'est quoi? COX-1, c'est une enzyme. C'est une enzyme. Lorsqu'il y a physiologiquement, les COX-1 se retrouvent partout. Dans les différents tissus. Au niveau de la muqueuse gastrique, ça permet de protéger l'estomac. Au niveau des plaquettes, ça permet de l'agrégation des plaquettes, donc éviter le saignement. Au niveau des reins, ça permet une perfusion des reins, donc le rein fonctionne bien. Et il y a aussi au niveau vasculaire, ça permet une vasodilatation. Donc, les prostates, ce sont les prostaglandines. Ces prostaglandines ont un effet positif. Lorsqu'on donne les anti-COX-1, comme le Profinid, comme les Voltaren, comme les Ketoprofen, ça va inhiber cette enzyme qui appelle le COX-1. Donc, et par conséquent, il y aura des complications au niveau des plaquettes, au niveau de la muqueuse gastrique, au niveau du rein, au niveau vasculaire, au niveau vasculaire. C'est attention, ces effets secondaires lorsqu'on prend les anti-inflammatoires. Donc, il y a aussi un autre type d'anti-inflammatoire, on dit les anti-COX-2, puisque le COX-2 apparaît lorsqu'il y a inflammation. Donc, lorsqu'il y a inflammation, ça va pérenniser la douleur et l'inflammation. Donc, quand je donne les anti-COX-2, ça va diminuer cette douleur, comme les coxides, comme le Cilibrex, ça fait partie des anti-COX-2. Et par la suite, on aura une diminution de cette douleur, de cette inflammation, mais au détriment de cette vasodilatation avec risque de faire des thromboses, de faire un édème, Donc attention chez les sujets cardiaques, coronariens, sujets cardiaques qui ont un problème au niveau des vascularisations cardiaques. Quand ils prennent les anti-inflammatoires, particulièrement les anti-COX-2. La forme injectable, nous avons une forme injectable d'Inasta, on la donne dans les services, on la donne pour surtout les post-opérés. Ça, j'ai mentionné là les toxicités des anti-inflammatoires. Donc, au niveau de l'estomac, ça peut aller jusqu'au ulcère hémorragie digestive. Au niveau des reins, ça va entraîner une insuffisance rénale. Donc, il faut toujours qu'un malade qui prend des anti-inflammatoires, lui conseiller de prendre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est très important. Ça va permettre de protéger le rein. Au niveau cardiaque, attention, il faut les éviter chez un sujet qui a un problème de vascularisation, ce qu'on appelle les coronariens, ou bien une patient qui a déjà un édème, ou bien il a fait un édème, attention. Et aussi, en cas ça va favoriser aussi les hémorragies. Donc, connaître ces complications, ces effets secondaires des anti-inflammatoires, ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Il faut les connaître. Un sujet ulcéreux ne prend pas un anti-inflammatoire. S'il le prend pour une pour une nécessité, donc associer des protecteurs de cette muqueuse gastrique. Voilà. Et pour le rein, il faut toujours réhydrater le rein. Voilà, ça là. J'ai mentionné là puisque c'est un grand problème aussi pour un malade qui a une inflammation, surtout au niveau de la sphère ORL, et on lui donne un anti-inflammatoire, ça va entraîner une flambée. Donc, un malade qui a un problème au niveau de la sphère ORL, évitez les anti-inflammatoires. Donc, le rôle de l'infirmier dans la prise en charge des patients qui sont sous anti-inflammatoires. La première chose, c'est la surveillance et l'évaluation. Donc, il faut évaluer l'efficacité du traitement chez ce type de malade
pour arrêter ce traitement le plus tôt possible. Vérifiez, cherchez toujours les effets indésirables. Donc, notamment les troubles digestifs, les douleurs gastriques, un ulcère, des réactions cutanées, puisqu'il y a des malades qui ont des allergies aux anti-inflammatoires et les problèmes cardiovasculaires, comme je vous ai dit, déconseiller ces traitements pour un sujet qui a un problème d'EDM, bien un problème cardiaque, bien un problème d'HTA, mal équilibré. Donc, pour les malades qui ont un problème rénal, même s'ils n'ont pas un problème rénal, qui se réhydratent pas correctement, attention, les anti-inflammatoires vont aggraver ce problème, ils vont entraîner une insuffisance rénale aiguë. Donc, il faut toujours réhydrater, insister sur la réhydratation. Donc, si un malade sous anti-inflammatoire, il vous fait des épistaxis, donc c'est le saignement par le nez, ou bien des hématuries, ou bien gingivorragie, attention, arrêtez le traitement, il faut l'arrêter, il faut informer le médecin pour qu'on arrête le traitement, puisque ça fait partie des complications des anti-inflammatoires. Donc là, pour le risque cardiovasculaire, il faut l'éviter chez les sujets à risque. Et aussi éviter certaines interactions médicamenteuses. Un malade qui prend un anti-inflammatoire, je ne rajoute pas, un malade sous antivitamine K, c'est le syndrome, je ne lui donne pas un anti-inflammatoire. Un malade sous corticoïdes, je donne un anti-inflammatoire, ça, il faut le surveiller de près. Donc, ça va aggraver les effets secondaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'infirmier, qu'est-ce que vous devez faire, doit informer le patient sur la nécessité de respecter les doses prescrites des anti-inflammatoires, de la durée de traitement. En général, pour la douleur, on ne donne pas pour une longue durée, c'est toujours une courte durée. Et voilà. Pour le traitement, il faut toujours arrêter le traitement dès la disparition des symptômes. Donc, il faut chercher toujours, est-ce que le malade a toujours de mal? Une fois la douleur a disparu, on peut arrêter les anti-inflammatoires. S'il y a un effet indésirable, il faut le signaler, le discuter avec le médecin, le changement du traitement. En cas d'une infection, attention, surtout pour la pharyngite, ça va entraîner une flambée. Voilà, il faut toujours connaître les contre-indications des anti-inflammatoires et les respecter. Il faut toujours informer le patient par rapport à toute anomalie qu'on observe lors de la surveillance de nos patients sous anti-inflammatoires. Et comme ça, vous participez à la décision thérapeutique. Donc ça, j'ai mis un accent sur les anti-inflammatoires et j'espère que vous avez compris la nécessité de connaître les effets secondaires, les complications de ces médicaments qui sont très efficaces, mais en même temps très graves sur plusieurs organes. Voilà, un autre médicament, je ne sais pas si vous l'avez pas dans vos établissements, c'est le Neflopam ou bien l'Acupan. C'est un antalgique de palier 1, il est très efficace. Il agit au niveau central en inhibant l'élimination, bien la recapture de la noradrénaline, comme j'ai montré tout à l'heure. La dose max à ne pas dépasser, c'est 120 mg par jour. Il est toujours utilisé aux hôpitaux à utilisation hospitalière, mais on peut tricher un peu. Pour les maladies chroniques, on peut demander au patient de prendre une ampoule, de la prendre avec un sucre. Donc, on va la verser sur un morceau de sucre. On le met en sublingual, donc au niveau sous la langue. Là, il y a des vaisseaux qui vont absorber cette molécule. Donc, il est très efficace, mais attention aux effets secondaires, les tachycardies, les nausées, les vomissements, les sensations vertigineuses. Donc ça, il est efficace, mais en même temps, les effets secondaires, elles sont importantes. Et en cas d'une perfusion, il faut perfuser en 30 minutes au minimum pour éviter ces effets secondaires. Ça, c'est le palier. On a parlé du palier 1. J'ai insisté sur le palier 1 et le palier le plus fréquemment utilisé. On passe au palier 2. Palier 2, et on a parlé du codéine et du tramadol. Dans le codéine, tramadol, ce sont des dérivés de la morphine. Pour la codéine, elle correspond à peu près à 6e ou bien 10e de la dose de la morphine. Donc, 1 sur 10 de la dose de l'efficacité de la morphine. Voilà. Donc, attention, c'est une information qui donne un malade si on a mis un malade sous codéine, je vous dis, j'ai toujours mal,
comme si je ne la prends pas, attention, ce sont des malades qui ont un problème avec une enzyme qui normalement elle transmet la codéine vers la morphine. Donc elle l'a pas, cette personne. Donc ça c'est une variété connue. Voilà. Pour les morphiniques, tous les morphiniques entraînent des constipations, des nausées et des vomissements. Donc, attention, il faut informer les patients et chercher ces complications si vous travaillez avec des malades douloureux chroniques. La dose max de la codéine, c'est 30. Il ne faut pas dépasser la dose max du paracétamol qui est 4 grammes. On ne le trouve pas seul, souvent associé, toujours associé dans notre, je parle des médicaments utilisés en Algérie, toujours associé au paracétamol. Donc la dose max, c'est 8 comprimés par jour à ne pas dépasser. Le tramadol. Le tramadol, c'est un opioïde faible aussi, c'est 5 fois inférieur à la morphine. Avec le paracétamol, c'est le Xamadol. Donc, c'est le Xamadol. Je vous donne une autre information. Si un patient sous Xamadol, bien sous Tramadol, vous ne lui donnez pas le Zofran. Ça va diminuer l'efficacité de Tramadol. D'accord? Souvenez-vous de ça. Un malade sous Xamadol, sous Tramadol, ne lui donnez pas Zofran. Ça va diminuer son efficacité puisqu'il agit sur le même... ils ont presque la même action. Autre chose, je voudrais vous dire, actuellement, surtout avec le tramadol, la dose max à ne pas dépasser, c'est 400 mg par jour. Mais il y a un risque énorme de misusage et de dépendance au tramadol. C'est pour cela l'État algérien a limité son utilisation et a mis sous surveillance. Ça, comme ça, vous ne pouvez pas prescrire, ou bien si je parle des médecins, ils ne peuvent pas prescrire du tramadol comme ça sur une ordonnance simple. Il y a ce ordonnance, voilà, et à 3 souches. Regardez, ça c'est pour la prescription du tramadol et d'autres médicaments. Donc il y a 3 souches. Une, la blanche, là où on fait la prescription. La deuxième, ça va calquer sur la deuxième jaune. Et la rouge. Donc, c'est une ordonnance à 3 souches, spécifiques pour tramadol et pour médicaments avec des instructions, plusieurs informations pour le patient. Juste pour vous dire les efforts de l'État algérien pour gérer cette dépendance, ce marché noir du tramadol, qui est utilisé pour la toxicomanie. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas, mais non, on ne peut pas prescrire tramadol en dehors sur cette ordonnance à 3 souches. Autre chose, voilà, pour les effets secondaires, il faut les connaître aussi. C'est un malade a été mis par le médecin traitant sous tramadol. Ça donne une sécheresse buccale, ça peut donner des douleurs abdominales, ça peut donner des troubles visuels et des convulsions chez un sujet à risque. Donc, à éviter chez un sujet épileptique. On passe au 3e palier, le palier 3. Le chef du fille, c'est la morphine. Donc, la morphine est destinée aux patients qui ont une douleur intense à très intense. Donc, un malade qui est très allergique, on peut passer directement à la morphine. Sachant qu'on n'a pas une dose de la morphine, les récepteurs sont là, les récepteurs de la morphine, elle agit sur les récepteurs qu'on appelle récepteurs mu, kappa, delta. Ce sont des récepteurs spécifiques au niveau central et même périphérique de la morphine. Je vous donne une autre information pour la morphine. Il y a morphine à libération immédiate mais la morphine à libération prolongée. Dans notre pays, la libération immédiate n'existe pas. Et on n'a que la morphine à libération prolongée. Ça, c'est pour les douleurs chroniques. Donc, on peut donner la libération prolongée. Mais le problème, c'est pour les accès paroxystiques. Les douleurs de temps en temps qui apparaissent, ça nécessite la morphine à libération immédiate qu'on n'en a pas maintenant. Donc ça, j'ai mis un tableau
comment là, j'ai mis les différents opioïdes. Pour la classe 3, la morphine, il y a l'oxycodone, il y a l'hydromorphone, il y a la buprenorphine, c'est le temgesic, il y a le fentanyl. Donc, si on veut convertir des médicaments, d'une concentration des médicaments à un autre médicament, comment on fait le transfert ou bien la conversion? Ça, c'est un tableau pour votre connaissance, pour vous informer sur ça. Voilà, pour les morphiniques, la prescription des morphiniques, elle obéit aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Un malade chronique qui a une douleur chronique et il est mis sous morphine, il faut respecter certaines règles. La première chose, c'est qu'il faut privilégier toujours la voie orale quand elle est préservée. Surtout pour je parle des sujets aussi cancéreux, bien un problème, qui ont un problème digestif, donc attention, éviter la voie orale. Donc, il faut toujours utiliser les morphiniques à des intervalles réguliers. Donc, s'il prend à 8 heures, chaque 8 heures, donc il faut chaque 8 heures, il ne faut pas décaler pour avoir son effet. Pour les axes douloureux, donc de temps en temps, le malade il est stable, de temps en temps, il a une douleur qui apparaît comme ça. Normalement, le traitement se fait par la morphine à libération immédiate. Voilà. Ça, c'est une autre règle pour la prescription des antalgiques en général. Si le malade ne répond pas au palier 1, on passe au palier 2. Si le palier 2 ne répond pas, on passe au palier 3. S'il a d'emblée une douleur très intense, on passe d'emblée au palier 3. Pour les malades sous morphinique, il faut toujours prévenir les effets indésirables qu'on connaît. Donc, les morphiniques, ça donne des nausées, vomissements. Donc, on donne un antiémétique. Si le malade, il a malade sous morphinique, il a constipation, automatiquement, quand je prescris du tramadol, plutôt de la morphine, du tramadol, de la codeine, ce sont des dérivés. Là où il y a de la morphine, il faut prescrire toujours un antiémétique et un laxatif comme pour prévenir cette constipation. Ça fait partie de l'éducation du thérapeutique des patients. Un malade sous morphine, vous lui dites attention, vous aurez une constipation. Il faut toujours la prévenir. Il faut manger des aliments riches en fibres. Il faut prendre beaucoup d'eau. Il faut prendre de l'huile d'olive. Donc, ce sont des conseils. Maintenant, vous avez une idée sur les complications, pour les effets secondaires. On va transmettre cette information à nos patients. Donc, il faut toujours respecter les contre-indications, certainement, surtout les allergies. Et il faut veiller que le patient suive son traitement correctement. Voilà, là, j'ai mis les différents effets secondaires des morphiniques. Sur le plan gastro-intestinal, c'est la constipation et nausées et vomissements. Pour le système nerveux central, ça peut donner une somnolence. Donc, vous dites au patient quand il commence un morphinique, ça va entraîner... Vous allez dormir beaucoup, c'est la première semaine, après vous allez vous habituer. Ça peut donner des hallucinations. Si ça devient énorme, donc il faut diminuer les doses ou bien chercher une autre molécule. Donc ça peut donner une détresse respiratoire, mais en général c'est rare, sauf pour des personnes prédisposées à une insuffisance respiratoire chronique, bien d'autres qui prennent plus d'autres traitements qui agissent sur la fonction respiratoire. Ça donne un prurite aussi. Ça donne une rétention urinaire, attention chez les sujets âgés avec un problème de prostate. Donc, il y a d'autres problèmes. C'est la tolérance, c'est la dépendance physique, donc c'est la dépendance psychique. Ce sont des troubles qui sont dus à la consommation des morphiniques et qui sont difficiles à gérer devant un malade chronique, douloureux chronique. Voilà. Donc, on résume la prescription des antalgiques morphiniques. C'est les 5B, c'est le bon médicament pour le bon patient avec la bonne dose et la bonne voie au bon moment. Donc, sachant que la prescription, elle est individuelle, il ne faut pas j'ai vu qu'on ne peut pas prendre la même ordonnance, on va la donner pour un autre patient, si à la carte. Voilà.
Autre chose, on ne peut pas donner du palier 2 avec le palier 3. On ne peut pas mettre le patient ce tramadol, ce morphine. Si le malade il prend du tramadol, il vient, il vous dit j'ai pris du Temgesic. Ça ne se fait pas. Donc on ne peut pas associer le palier 1 au palier 2. Le palier 2, le palier 3. Par contre, le palier 1, on peut l'associer avec le palier 2, le palier 3. Donc, le malade, il peut recevoir du paracétamol avec tramadol, il y a du paracétamol avec morphine. Il peut prendre des anti-inflammatoires avec tramadol, bien codéine, ou bien anti-inflammatoire avec de la morphine. Jamais palier 2 et palier 3. Voilà. Et si un malade qui est mis sous opioïdes, on peut pas arrêter le traitement subitement. Voilà. Ça, c'est pour le traitement des douleurs nociceptives. Pour le traitement de la douleur neuropathique, brièvement, maintenant vous connaissez les douleurs neuropathiques, il y a le gel de DN4 qui vous aide au diagnostic de la douleur neuropathique. Qu'est-ce que je donne? Il y a d'autres classes thérapeutiques, ce sont les antidépresseurs tricycliques qui ont été utilisés pour d'autres visées thérapeutiques et ont entraîné une diminution de la douleur. Donc, c'est avéré qu'ils agissent au niveau du contrôle descendant de la douleur. Donc, comme l'aroxy, tofranil, mais avec des doses différentes que celles de psychiatrie. Il y a aussi les antidépresseurs, d'autres antidépresseurs, comme duloxétine et venlafaxine. Ce sont des traitements de la douleur neuropathique. Il faut faire attention aux effets secondaires. Voilà, je vous ai mentionné quelques effets secondaires à faire attention. Je suis pas sûre. Il y a aussi les anticonvulsivants. Les anticonvulsivants, il y a le Tigretol. Maintenant, le Tigretol, il est réservé pour certaines pathologies neuropathiques, comme la névralgie du trigémo. Il y a le gabapentine, Gabatrex. Il y a Pregabalin, Lyrica. Donc, Lyrica, qui est connu par les toxicomanes, beaucoup plus. Donc, c'est un médicament utilisé pour le traitement de la douleur neuropathique. Mais il a cet effet addictif. Pour cela, maintenant, la prescription, elle est limitée aussi par le carnet à 3 souches. Carnet à 3 souches. Donc, on ne peut pas le prescrire sur une ordonnance simple. Donc, là, ce sont toujours les effets secondaires comme la somnolence, l'étourdissement, la fatigue. Surtout, ça se voit juste au début du traitement. Il faut informer le patient. Il faut l'informer pour qu'il soit rassuré, même s'il aura ses problèmes. Et s'il y a une accentuation de ces effets secondaires, il va recontacter son médecin pour ajuster la dose. Il peut avoir des mouvements de coordination, troubles de coordination du mouvement. Ça, c'est fréquent. Moi, je l'ai vu avec plusieurs malades. Des nausées de vomissement, ça, c'est tout à fait normal au début. Après, ça va disparaître. Donc, toujours le traitement, on aura un résultat après 10 à 15 jours. On peut aller jusqu'à 3 mois pour avoir l'effet. Il vous dit, c'est bon, ça commence à disparaître cette sensation de brûlure, cette sensation d'engourdissement, des charges électriques. Ça, c'est quand on fait le bon diagnostic, on donne le bon traitement. Donc, il y a d'autres traitements comme la xylocaïne. C'est la lidocaïne, la xylocaïne gel. On met sur la zone, c'est surtout pour les douleurs neuropathiques périphériques. Sur la zone, ça va diminuer cette sensation de brûlure, d'électricité, d'engourdissement, d'enfou. Ça, c'est la capsaïcine. J'ai mis ça juste pour vous informer. Ce sont des médicaments. C'est des hommes. On l'utilise parfois pour les douleurs neuropathiques périphériques. Le traitement antalgique non habituel, on peut associer d'autres médicaments antalgiques comme les antispasmodiques, comme le spasfon, pour les douleurs, surtout les douleurs viscérales. On peut donner des myorelaxants comme le myorelaxant. J'ai oublié on peut donner des psychotropes en cas d'une dépression, en cas c'est le psychiatre, on peut orienter. Les corticoïdes, ça va diminuer l'effet inflammatoire, mais toujours de courte durée. Et il y a toujours d'autres traitements, comme le bisphosphonate, surtout chez les sujets qui ont un problème d'ostéoporose, bien pour les métaosseuses cancéreuses. Ça, c'est juste pour vous montrer, il y a
traitement de la douleur non susceptible, ce sont les paliers de l'OMS. Palier 1, du paracétamol, euh, occupant les anti-inflammatoires. Et le palier 2, c'est la codéine et la codéine et le tramadol s'associe au paracétamol bien seul pour le tramadol. La codéine dans notre pays n'existe pas seule. Toujours c'est le codoliprane. Le palier 3, c'est la morphine et ses dérivés, l'oxycodone, fentanyl et temgesic et d'autres. On donne le traitement selon l'intensité de la douleur. Douleur faible, c'est le palier 1. Douleur modérée, c'est le palier 2. Le modéré intense. Douleur intense, très intense, c'est le palier 3. Il faut toujours connaître ces données et connaître les effets secondaires de chaque médicament pour éduquer, pour informer les patients. Et comme ça, on participe à une prise en charge adéquate de nos patients. En parallèle de ces, pour la douleur neuropathique, c'est les antidépresseurs comme l'aroxyl, tricycliques comme l'aroxyl, il y a les antidépresseurs comme tofranil, duloxétine, et il y a les anticonvulsivants comme le GABA13, comme l'Erica, c'est pour les douleurs neuropathiques. Et il y a aussi la médecine complémentaire. Si en parallèle, il y a d'autres médicaments, d'autres techniques qui ont prouvé leur efficacité. Il y a la méditation, il y a aussi l'acupuncture. L'acupuncture qui est l'acupuncture, il y a l'hypnose aussi, et il y a, ça je ne peux pas vous dire c'est quoi, et il y a c'est le cupping, c'est le, comment dire, c'est le hijama chez nous, et il y a aussi le massage, le massage c'est le principe, c'est le gate control au niveau de la, si vous vous souvenez, au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, lorsqu'on fait, on stimule, on fait un massage, on stimule les fibres du toucher qui vont inhiber la transmission de la douleur. Toujours, c'est le massage, ça, c'est la musicothérapie, ça, c'est la phytothérapie. Phytothérapie, il faut faire attention, il faut connaître les plantes qu'on donne aux patients, bien que les patients prennent. Parce que des fois, ça entraîne d'autres problèmes, il faut connaître. Voilà. Comme conclusion, je dirais les grands trois types de la douleur, c'est la douleur nociceptive, la douleur neuropathique et la douleur nociclassique, qui correspondent à des mécanismes différents. Il faut les identifier. Juste pourquoi? Pour ajuster le traitement. Et aussi faire une évaluation globale. Et il faut utiliser les outils d'évaluation de la douleur. Pour vous maintenant, vous devez utiliser l'EVA. Vous n'avez pas d'EVA, vous utilisez les chaînes numériques. De 0 à 10, quelle valeur donner à votre patient pour évaluer sa douleur. Et pour la prise en charge, on peut associer des médicaments avec ce qu'on appelle le traitement pharmacologique avec un traitement non pharmacologique. On a cité quelques techniques, là, c'est technique, mais il y en a d'autres que je ne voulais pas vous citer, puisque ça fait partie d'autres en cas sont destinés pour les malades douloureux avec persistance de la douleur, bien des douleurs réfractaires. Voilà. On passe, voilà ça, juste pour se décontracter un peu, la prise en charge globale du patient. Et là, il se dit, oui, j'ai mal un peu partout. Mais c'est le principe, c'est autre chose. Voilà. On passe, juste si vous avez du temps, si vous êtes patient, je vous pose un petit cas clinique rapidement, il n'est pas long. Madame, vous êtes là? Cas clinique. Et lui, il est court, oui. Oui.
Voilà. Ça, c'est un cas clinique grave. C'est pas un cas clinique lent. Ça, j'aurais aimé quand maintenant vous êtes juste 47 participants. Je sais que c'est fin de journée, c'est l'embouteillage, c'est les vacances. Voilà. Pour le cas clinique, je vous donne l'énoncé. Madame BD, 62 ans, admise au service de chirurgie pour une fracture. Pardon, ça, on peut supprimer ça. Voilà. Pour une fracture du col du fémur, après une chute à domicile, elle a été opérée. Ils ont posé une prothèse totale de la hanche. Il y a 24 heures. Elle est qualifiée sous traitement antalgique par voie orale. Ça va, non? Mm. Voilà. L'infirmier ou bien l'infirmière de garde, donc voilà, qu'est-ce qu'elle décrit dans son observation que la patiente, elle grimace lors des mouvements passifs. Donc, lorsque vous l'aidez pour changer de position, bien se mettre en position pour faire, vous l'aidez, ce sont les mouvements passifs, ce sont les mouvements que fait le patient avec l'aide du tierce personne. Donc, Madame BD, elle dit que la douleur l'empêche de dormir. Elle est anxieuse et demande si la douleur va durer longtemps. Donc, le traitement, vous vérifiez le traitement, vous allez trouver que le malade, la patiente, elle reçoit le paracétamol, 1 gramme chaque 6 heures, et du tramadol, 50 mg chaque 8 heures. Donc, chaque 6 heures, ça veut dire la patiente, elle reçoit 4 grammes par jour pour un post-opératoire immédiat, et chaque 8 heures, donc 150 grammes de tramadol. Ma première question, que peut faire l'infirmier face à une douleur mal contrôlée malgré un traitement prescrit? À votre avis, qu'est-ce que vous allez faire si c'était le cas, si vous êtes à la place de cette infirmière? Qu'est-ce que vous allez faire dans vos pratiques? Dites-moi. Est-ce que vous allez appeler directement les médecins? Est-ce que vous allez faire semblant que vous n'avez pas compris ce qu'elle dit, cette patiente? Est-ce que vous lui avez dit que c'est normal, la douleur, vous avez déjà subi une intervention, c'est tout à fait normal que vous sentiez cette douleur? Quelle sera votre conduite à tenir? Euh, J'aurais aimé qu'elle soit interactive, mais je passe directement à la réponse. Voilà. Donc, pour cette patiente, il écouter. Comme on a dit, on a commencé par la définition. La douleur, c'est une expérience désagréable. Désagréable, c'est une expérience personnelle. Il faut toujours croire aux plaintes des patients et les prendre en considération. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réévaluer cette douleur. Chercher l'intensité, son type, sa localisation. Si vous vous souvenez, PQRSTU de tout à l'heure. Il faut chercher les signes qui sont associés à cette douleur, l'agitation, les grimaces. Après, vous allez informer le médecin pour réajustement du traitement. Et entre-temps, si le médecin est occupé, proposer des mesures non médicamenteuses, la relaxation, repositionnement, peut-être c'est une position vicieuse qu'elle a fait la patiente et vous repositionnez. Il y a aussi la communication. Tout à l'heure, on a parlé de la communication. Ça, c'est important, ça va soulager le patient. Voilà. Comment l'infirmier peut évaluer cette douleur? J'espère que maintenant, vous pouvez le faire. Donc, on a déjà parlé. Si le patient il est communicant, donc on a les outils d'auto-évaluation. Vous lui dites combien de 0 à 10, quelle valeur vous donnez à cette douleur. Si vous avez le VA, vous utilisez le VA. Donc, mais en post-opératoire, c'est beaucoup plus, c'est l'échelle numérique. Si le patient il est non communicant, il ne voulait pas vous parler, laissez-moi tranquille, il vous boude, là, vous utilisez les échelles d'évaluation. Si vous pouvez
Vous l'avez déjà vu, l'algo, tout à l'heure, pour les échelles, algo plus, pour la douleur aiguë. Ça, c'est une douleur aiguë. Donc, c'est l'algo plus. Voilà, soit les échelles de l'auto-évaluation, soit l'hétéro-évaluation. Ça, c'est une autre échelle pour l'évaluation. Voilà. Juste, je voudrais vous dire autre chose, ça, je ne l'ai pas dit, que l'évaluation de la douleur, ça fait partie du 5e signe vital que le personnel infirmier doit évaluer auprès des patients. Les autres 4 paramètres, c'est la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température. Donc ça fait partie du paramètre vitaux qu'on doit surveiller. Et maintenant, c'est l'intensité de la douleur. Donc ça doit être recopié sur le dossier du patient. Autre question, quelles sont les mesures non pharmacologiques que l'infirmier peut mettre en œuvre pour cette patiente? Voilà. Je réponds, donc, on installe confortablement cette patiente. Peut-être que je vous dis que c'est une position vicieuse. Proposer une écoute active et rassurée, comme on a dit sur le rôle de la communication avec les patients et le rôle de l'écoute active. Donc, écouter, donner le temps aux patients de parler et se montrer ouvert à la discussion et intéressé à sa plainte. Si la douleur, on peut mettre une poche de glace, si ça a été mentionné dans la fiche de traitement. Et on peut proposer de la musique, de la discussion pour distraire notre patient. Voilà. Et aussi, on propose aux patients de faire la rééducation en respectant le délai ou bien le seuil de tolérance s'ils pouvaient le faire comme ça, juste pour l'encourager à oublier cette douleur et à s'occuper d'autres choses. Donc, comment l'infirmier peut-il intégrer la douleur dans le plan de soins? Donc, ça, je vous le dis. Maintenant, on est dans le post-opératoire. Donc, il faut inscrire la douleur post-opératoire comme un diagnostic infirmier. Fixer les objectifs. Toujours l'objectif, c'est de diminuer la douleur inférieure à 3 et d'avoir un sommeil non perturbé et participer aussi à la rééducation. Après une fracture, après c'est la rééducation qui est importante. Et aussi, planifier les actions infirmières, surveillance, évaluation et soutien et coordination avec le kiné et le médecin traitant. Donc, voilà le rôle de l'infirmier dans cette situation. Pourquoi l'écoute et la relation soignante sont-elles importantes dans la gestion de la douleur? Donc ça, je pense, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc ça, la douleur, puisque la douleur, elle a une composante psychologique et émotionnelle. Le fait d'écouter le patient, de lui expliquer sa pathologie, ça permet de diminuer cette anxiété et de renforcer l'alliance thérapeutique. Donc, le patient, il va vous écouter, il prendra son traitement correctement et il compte sur tout ce que vous lui avez dit et il va observer son traitement. Voilà. Maintenant, juste ça, je m'arrête là puisque ça, je pense, juste, je voulais stimuler votre mémoire par rapport à l'intensité de la douleur, si elle est à 7-10, quel palier antalgique vous proposez à votre médecin. Et là, j'ai mentionné, est-ce que le palier 1, palier 2, palier 3, et j'espère que vous allez me proposer directement le palier 3 si le raisonnement il est correct. Et le palier 1 et palier 2, le raisonnement il est correct, mais à discuter. Donc, voilà, comme ça, j'arrive à la fin de cette formation. Je suis à votre écoute. Malheureusement, c'était avec les interruptions de l'Internet et de l'électricité, on a tardé un peu. Et si vous avez des questions pour les restants, les patients, je vous encourage. Je vous remercie pour votre patience. Vous avez des questions, je suis à votre écoute.
Madame Safti, Oui, je suis avec vous. voilà, je vous passe la parole. S'il y a des questions, sur le chat, je trouve aucune question. Oui, il n'y en a pas. Non, j'ai vérifié. Docteur Bouhalas, je vous remercie. Avec Saha, apparemment, il n'y a pas de questions. Je Non. remercie l'informaticien, les participants, les قعدوا معك. J'espère que c'était bénéfique pour eux. Inch'Allah, on aura l'occasion d'organiser d'autres sessions de formation dans d'autres